Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus sur cet écosystème en plein essor. Dans cet épisode, je reçois Arnaud Vadendry et Ludovic Renaud qui ont collaboré ensemble sur un projet de transformation numérique très intéressant. Comme vous le découvrirez dans l'épisode, c'est un contexte assez différent des invités qu'on a déjà pu avoir dans le podcast, mais j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Salut, bonjour Ludovic et Arnaud, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement. Alors ça va être un peu spécial puisque l'idée c'est de faire un retour d'expérience sur votre collaboration. Donc pour situer le contexte rapidement, mais vous allez tout expliquer beaucoup mieux que moi. Donc Ludovic, tu es responsable informatique, DSI comme on dit, de deux groupes coopératifs agricoles. Et dans ce cadre, tu cherches souvent des solutions simples et pragmatiques, on va dire, pour éviter les écueils qu'on connaît un peu des DSI traditionnels. Voilà, donc ça, tu vas nous raconter ça. Et puis toi, de l'autre côté, Arnaud, t'es un expert Airtable, entre autres technologies et autres compétences que tu as. Et donc, comme tous les no-codeurs, t'es un adepte des solutions simples et pragmatiques, j'ai envie de dire. Donc, vous étiez fait pour vous rencontrer et vos chemins se sont rencontrés l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et voilà, vous allez me raconter ce que vous avez fait ensemble. Je pense que ça va être un beau cas pratique de no-code dans un secteur où on n'a pas encore beaucoup d'usages et d'histoires no-code qui viennent. Donc ça va être très intéressant, découvrir aussi vos profils. Donc voilà, donc ça va être un peu séquentiel. On va d'abord comprendre le contexte et puis évidemment un peu le parcours de Ludovic. Et ensuite, on parlera d'Arnaud et de votre collaboration. Et donc pour bien commencer, Ludovic, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et puis nous donner un petit peu le contexte de cette histoire? Bonjour à tous. Merci Alexis déjà pour l'invitation. Effectivement, l'idée c'est de faire un petit retour d'expérience sur le ou les projets qu'on a commencé à faire ensemble avec Arnaud. Pour l'histoire, en fait, donc moi effectivement, je suis responsable informatique de deux groupes coopératifs en France, donc des coopératives agricoles basées en Bourgogne. Et je suis au sein de mes coopératives. Bon, ça a beaucoup bougé parce que ça a grossi, il y a eu des fusions, etc., etc. En tout cas, voilà, je suis dans mes coop depuis 2001, donc j'ai commencé en tant que en alternance, voilà, donc j'étais admin système et réseau à l'origine. Je suis passé chef de projet, je me suis occupé un petit peu de tout ce qui était web. J'ai fait de l'accompagnement aussi au niveau de mes agriculteurs. Je suis un peu passé par tous les métiers, toutes les strates. Et donc je suis en responsabilité du service informatique Senion, donc des deux coopératives, depuis quasiment 2 ans maintenant. Et en fait, ma difficulté, c'est que voilà, j'ai deux coopératives et des logiques et des systèmes informatiques différents, liés à l'histoire et liés effectivement, on va dire, à tout ce qui a été fait. Donc j'ai deux directeurs, deux conseils d'administration, des stratégies différentes, etc. Donc c'est quand même quelque part une complexité assez importante. Et du coup, mon objectif, effectivement, c'est d'arriver à retrouver de la maîtrise, à retrouver une productivité nouvelle, à mettre en place des solutions métiers et surtout de rendre au métier finalement des outils qui soient confortables et qui soient pérennes. Voilà, c'est vraiment tout le challenge. Voilà, globalement. Est-ce que juste tu peux nous expliquer un peu, moi j'ai du mal à m'imaginer, et je suis désolé, c'est juste vraiment plein de préjugés, mais c'est quoi concrètement, tu vois, le métier de... Déjà, si tu veux expliquer un petit peu ce que c'est le métier de DSI, et dans un contexte de coopérative agricole, tu vois, parce que j'imagine bien que maintenant il y a de l'informatique dans l'agriculture, il y a de la technologie, etc., tu vois. Mais concrètement, tu vois un petit peu comment ça se matérialise, quels sont un peu les sujets, tu vois, justement des métiers comme tu dis. Exactement. Donc en fait, effectivement, d'extérieur, quand on dit responsable informatique d'une coopérative agricole, on pourrait se dire que effectivement, on est encore avec le papier, le stylo, mais pas du tout. Mais pas du tout. En vrai, effectivement, ça s'informatise beaucoup. Les agriculteurs s'informatisent beaucoup. Voilà. Et donc en fait, mon quotidien, c'est de piloter en fait toute l'activité commerciale de la coopérative, donc tout ce qui va être finalement achat, vente,
métier du grain, stockage du grain dans les silos, expédition pour les clients finaux, toute la gestion de la traçabilité, tout le côté grain entre guillemets, travail du grain entre guillemets, avec tous les systèmes qu'on peut imaginer aussi dans les silos en termes d'automatisme, en termes de voilà, tous ces sujets-là. Et au final aussi, tout le côté apporter, on va dire, une valeur ajoutée à l'agriculteur, parce que c'est ça au final notre métier coopératif, c'est que les adhérents et les agriculteurs aient envie de s'inscrire dans un collectif d'une coopérative et que la coopérative apporte de la plus-value et du service plus qui va leur apporter au quotidien à la fois du financier, à la fois des façons de faire, à la fois de l'aide agronomique, technique, et voilà, et tous ces sujets-là. Et en fait, grâce à la coopérative, on arrive à mettre ensemble, en collectif, en fait, des moyens qu'on n'a pas individuellement, et donc de permettre une meilleure rémunération du monde agricole et un meilleur service, voilà, globalement. Voilà. Et donc, mon rôle au milieu de tout ça, avec c'est bien d'expliquer ça, parce que c'est vrai qu'on connaît pas toujours le fonctionnement des coopératives, etc. Donc c'est hyper intéressant. Merci déjà aussi pour ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, je t'ai interrompu. Non, il y a pas de souci. Et du coup, le but du jeu, en fait, notre cœur de métier, comme je te dis, c'est d'arriver à avoir effectivement une marge la plus basse possible, une marge de fonctionnement la plus basse possible, et d'amener à l'agriculteur une augmentation de ses revenus. Et par rapport à ça, on a, nous, au niveau de mes deux coopératives, ça c'est vraiment dans nos gènes, on travaille beaucoup en fait sur des contrats filières, donc des contrats en fait basés sur des cahiers des charges, et qui permettent en fait d'aller chercher des clients qui cherchent entre guillemets pour faire simple, du grain un peu VIP, un peu premium, donc de l'alimentation infantile, tout ce qui est laboratoire aussi, où il faut pas qu'il y ait certains résidus ou des choses vraiment neutres, etc. Ou des meuniers qui cherchent aussi une qualité moyenne hyper bonne sur toute l'année. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là. Et donc on est sur des cahiers des charges premium. On va chercher et amener les agriculteurs à faire de la production non standard entre guillemets, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, parce que c'est pas non plus tous nos agris, mais en tout cas voilà, on est sur ces cultures, on va dire un petit peu premium. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà. Ok. Et alors, quels sont enfin, j'ai deux questions mais qui sont un peu liées, c'est-à-dire quelles sont un peu les problématiques, tu vois, pour lesquelles justement, comme on disait en introduction, tu as dû chercher des solutions, et comment est arrivé le no-code là-dedans, finalement? Peut-être un peu entre pro et perso, d'ailleurs, je sais pas quand est arrivé, toi, ta problématique du no-code. Enfin, ta découverte du no-code, et est-ce que c'est lié, justement, aux problématiques que tu avais? Mais déjà, peut-être, si tu veux nous parler alors, des problématiques. En fait, moi, ça fait 19 ans, comme vous avez compris, que je suis dans mes coopératives, donc j'ai un peu tout vécu, tout vu. J'ai vécu des projets de RP qu'on foirait, j'ai vécu des victoires, des échecs, enfin voilà, donc j'ai ce background-là et cette expérience-là en interne au niveau de mes coopératives et de mes métiers. Et en fait, quand j'ai pris la responsabilité du service info, je me suis dit voilà, il faut que je sois plus vite, plus fort, plus durable, plus facile. Et mon rôle, c'est plus que l'informatique soit le centre névralgique, on va dire, du système. Moi, j'ai envie de rendre en fait au métier leur métier, et donc de faciliter les choses. C'est vraiment tout l'enjeu. Et quand en fait on est arrivé sur l'année dernière, en fait, j'ai une de mes deux copes qui a été, enfin, où on utilise, enfin, les deux copes utilisent beaucoup d'Excel, hein, faut quand même se le dire. Voilà, on a de l'Excel de partout, de l'Excel. Et dans mon esprit, Excel n'est pas une base de données. Donc cet écho, en tout cas, commence tout doucement à être compris, et voilà. Parce que jusqu'à présent, il y avait quand même un peu un détournement de tous ces Excel. Et aussi, un truc important. Ça, c'est un message important. Hein. Exactement. J'espère que les gens notent bien ça, que Excel n'est pas une base de données. Voilà, exactement. Et il y avait aussi Arnaud voudra réagir aussi. C'est sûr. Et en fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que effectivement, Excel n'est pas une base de données, mais il y a un autre gap aussi, c'est le côté humain. Parce que
il y a une tendance aussi que j'ai découvre. Alors c'est pas chez tous mes métiers, etc. Mais on peut aussi entre guillemets se protéger grâce à son Excel, parce qu'on n'est pas en collaboration, on est un peu en mode entre guillemets en mode Dieu, et on garde en fait pour soi sa donnée, sa data, son métier. Ce qui fait qu'on arrive à des extrêmes où finalement on a des gens et des métiers qui sont en mode Dieu dans des entreprises. Et moi qui pense toujours entreprise et qui pense toujours société, ça me perturbait. Voilà, et des gens, sans le vouloir, qui sont partis par exemple en retraite, ont conservé en fait, parce qu'ils travaillaient depuis 30 ans avec des Excel, ils ont conservé cette connaissance-là et ils sont partis avec leur connaissance. Ce qui est quand même, enfin moi, voilà, tout ça me perturbe. Bon, et donc l'année dernière, donc on est toujours avec nos Excel, etc. Et cet été, j'ai mes directeurs qui m'ont dit, écoute, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on trouve des solutions, il faut que pour hier, on bascule et on transforme nos pratiques. Voilà. Donc gros challenge. Voilà. Donc débrouille-toi mon Ludo. Voilà. Et quelque part, ça a été bénéfique parce qu'ils m'ont bousculé en fait dans la réflexion. Et je me suis dit, ma première idée en fait, c'était de me dire, ok, on a des Excel de partout, on a des données dans des Excel. Comment je peux transformer ça en mode base de données, en mode collaboratif et avec une expérience Excel qui soit proche de ce qu'ils connaissent pour qu'il y ait une appropriation utilisateur et métier qui suivent. Parce que n'importe quel outil, c'est l'appropriation qui fait que j'ai commencé à parler, donc je suis tombé sur Airtable un peu par hasard parce que voilà, j'ai cherché dans Google Excel collaboratif, pouf, Airtable. Je sais qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, bon. Donc j'ai découvert la solution, etc. Donc ça c'était au mois de septembre-octobre 2020. Et voilà, et de là, de fil en aiguille, effectivement, j'ai commencé à essayer d'en parler déjà en termes de métier. Et je me suis dit, il faut que j'attaque faut que j'attaque le Mont Blanc, quoi. Donc j'ai pris un de mes métiers qui était full Excel, qui était picousé Excel, qui était Excel au quotidien, du matin au soir, qui faisait des trucs incroyables dans ses Excel, des tableaux croisés dynamiques de dingo, enfin bon, voilà. Et je lui ai montré Airtable, on a passé 2 heures ensemble, et il m'a dit, c'est génial ton truc. Et là, je me suis dit, putain, on est en train de gagner quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Donc j'ai fait ce premier, j'en ai fait un deuxième, pareil, qui était très très Excel, même écho, etc. Et je me suis dit, il se passe quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, donc après, je me suis dit Airtable. Après, j'ai découvert effectivement que c'était le no-code. Et j'ai découvert tous les outils autour, Zapier, etc., etc. Et au mois de novembre, je me suis dit, par rapport à notre projet, du coup, filière, parce que c'était aussi ça, le but du jeu, c'était de se dire, on a des Excel et on gère nos contrats filières dans Excel. Donc, on est parti à se dire, on va gérer nos contrats filières en mode no-code, en mode Airtable, en mode digital. On va transformer le papier et l'Excel en mode nouveau, en mode moderne, en mode base de données. Voilà. C'était ça tout le challenge et tout le chantier. Voilà. Donc ça, c'était novembre. Et en novembre, du coup, je me suis dit, il faut des renforts, il faut envoyer l'armée. Et du coup, j'ai fait connaissance d'Arnaud, qui m'accompagne depuis novembre sur tous ces sujets-là et sur l'expertise Airtable, la formation, l'accompagnement et la transformation de mes coopératives. Voilà, la transition est toute trouvée. Merci, tu l'as faite pour moi, donc j'ai plus rien à faire. Non, mais c'était vraiment une très bonne mise en contexte et explication. Et il y a des points sur lesquels on reviendra après, justement, quand on rentrera plus dans le détail. Notamment, je suis curieux de savoir aussi un petit peu, que tu en dises plus sur les développeurs que tu as dans ton équipe, la collaboration, code, no code, etc. éventuellement. Mais avant ça, effectivement, donc on va parler d'Arnaud. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, ton background et puis tes expertises? Ok. Salut Alexis. Alors moi, c'est vrai que je suis, on va dire, dans un monde qui est complètement différent de celui de Ludo. En fait, moi, j'ai plutôt des métiers. Moi, je suis ingénieur de formation. Je viens de l'aéro, en fait. Je fais une école d'aéro. J'ai démarré ma carrière. Je faisais du crash automobile, des simulations de crash automobile.
donc à la fois sur la simulation, mais aussi la gestion de projet, etc. Donc quelque chose de plutôt très terrain. Après, j'ai un gros bloc pendant à peu près 7 ans dans 2 boîtes différentes, dont une filiale de Capgemini, où en fait j'étais responsable de business unit. En gros, j'avais ma PME au sein d'un grand groupe, mais j'avais toujours moi et mes équipes toujours très orientées métier. Moi, j'avais des équipes qui accompagnaient les industriels, notamment à faire des turboréacteurs, quoi. Donc c'est assez voilà, c'est vraiment terrain. Donc je viens pas du tout du digital, je viens plutôt de l'ingénierie physique, voilà, du monde des atomes. Après, j'ai un petit passage en tant que commercial pour un éditeur de logiciels. Donc là, j'ai commencé un petit peu à basculer et il y a bientôt 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, voilà, je me suis mis à mon compte. Sur une thématique initialement qui est plutôt du management de transition à destination de TPE, PME et start-up, et plutôt dans des rôles de directeur général, CFO ou CSO. Et en fait, le fil rouge que j'avais depuis des années, que ce soit pour moi dans mes missions, mais même avant dans moi et mes équipes, dans toutes mes expériences, il y avait toujours une problématique d'outils digitaux qui n'étaient pas dispo. Il y avait toujours une décorrélation entre la DSI qui allait plutôt avoir une vision éventuellement long terme, gros outils d'entreprise et tout. Et toi, tu te retrouves avec tes équipes sur le terrain, dans les usines ou autres, et à devoir te débrouiller. Et le seul outil que tu as globalement, c'est l'Excel, quoi. Donc c'était un petit peu un fil rouge. Et à un moment donné, il y a à peu près 2 ou 3 ans, je suis tombé sur Airtable et j'ai commencé, entre guillemets, à jouer avec sur différents use cases, notamment tout ce qui est mise en place d'un CRM ou autre, donc pour moi. Et ça a été un petit peu pas la révélation, mais ça s'est révélé être un très très bon compagnon de route. Et en fait, du coup, j'ai commencé à mettre en place des outils pour moi, et après petit à petit, on m'en demandait dans le cadre de mes missions. Et donc voilà, j'ai lancé une activité un petit peu dédiée sur une partie un peu mise en place d'outils digitaux sous Airtable. Donc en fait, là actuellement, j'ai ces 2 activités-là, on va dire management de transition et mise en place d'outils, qui peuvent paraître assez disjointes, mais qui dans les faits sont ultra complémentaires et liées, parce que ça permet dans le premier cas d'apporter une efficience opérationnelle, et dans le deuxième cas sur les aspects outils, justement avoir quelque chose qui est ancré terrain, qui, quand à un moment donné un CFO, je lui parle outils, je connais son métier parce que j'ai été CFO. Quand il y a un chef de projet, un responsable qualité, ça me parle parce que c'était des sujets soit que je traitais, ou alors c'était mes interlocuteurs métiers avant. Donc ça peut paraître assez décorrélé, mais au final c'est intimement lié. Et dans le cas de mission, à chaque fois, les deux aspects sont mis en œuvre, quoi. Ouais, non, je trouve que c'est quelque chose qui est trop sous-estimé, tu vois, cette expérience que t'as, ou que je retrouve par exemple chez des gens comme Noam, qui est un autre expert Airtable, fait pareil 10 ans de SI. Enfin, cette connaissance des process et de ce qu'on met en œuvre. Les gens en fait oublient que Airtable c'est qu'un outil, et c'est bien d'être un expert Airtable, de maîtriser Airtable, mais si on n'a pas la profondeur, j'ai envie de dire, de comprendre ce que le client va mettre en œuvre derrière, je trouve que vraiment on rate quelque chose. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant, tu vois, dans ce que tu soulignes. Et moi, je trouve pas que ça soit vraiment disjoint. Je trouve que justement, ça me paraît cohérent que ça aille ensemble, quoi. Et c'est ça qui apporte la profondeur d'un côté et de l'autre, quoi. Parce que les gens qui veulent mettre en place aussi des choses sans les outils, c'est compliqué, quoi. Et si t'as que les outils, c'est compliqué aussi. Donc, je trouve qu'il y a un vrai truc là-dessus. Oui, complètement. Et puis, je pense que c'est vraiment ça ma philosophie du truc. Tu l'as souligné, c'est le no-code ou autre, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Et ça, je pense qu'on le répète pas assez, mais je pense que c'est super important comme approche. L'idée c'est pas d'automatiser pour automatiser ou autre, mais c'est vraiment un moyen. Ouais, non, mais je pense que c'est quelque chose qui va ressortir là, quand on va rentrer un petit peu plus justement dans ce que vous avez fait ensemble. Parce que je trouve que là on est un peu dans cet âge du no-code. Enfin, je vais pas rentrer tout de suite dans les critiques, etc. Mais c'est vrai que où tout le monde se proclame, expert Airtable, ces choses-là. Et en fait, bon,
ok, c'est pas parce que tu sais faire un roll-up, etc., que tu peux tout de suite accompagner efficacement des clients. Enfin, ça, je trouve que c'est un peu, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi d'évoquer avec vous, et je pense que ça va ressortir assez naturellement. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, un peu les types de clients que tu accompagnes, ou donner des exemples de projets, justement, un petit peu de ce que t'as fait récemment? Là, en gros, si on prend l'année 2020, j'ai notamment été DAF d'une boîte qui s'appelle Speech Collective, qui fait de la formation. Et du coup, c'est également, j'avais justement ces deux casquettes-là, donc j'ai mis en place des outils pour moi en tant que DAF. En gros, j'ai galéré pour clôturer l'année 2019, etc. Donc c'était assez compliqué. Donc du coup, j'ai mis en place des outils qui me permettaient d'avoir une vision temps réel du business. Et en fait, voyant un petit peu les impacts positifs que ça pouvait avoir, j'ai commencé à mettre en place des outils pour les ups, donc tout ce qui est organisation, des sessions de formation, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de tâches répétitives, des notions de feuilles d'émargement, signature électronique, etc. Donc voilà, une mission qui a été plutôt long cours et qui est en train de se terminer. Donc je les ai notamment accompagnés dans le rapprochement avec Numa. Et justement, le no-code a aussi joué un petit peu, notamment dans le cadre des due diligence, tu vois, le fait de pouvoir transmettre des informations financières, on va dire, au bon niveau, au juste nécessaire. Ça a aidé aussi à gagner la confiance, etc. Donc c'était vraiment une mission intéressante parce qu'il y avait vraiment ces deux aspects. Après, il y a eu des aspects un peu plus pure Airtable. Voilà, j'ai accompagné une fondation à New York sur la mise en place d'outils plutôt CRM pour gestion de communauté. Une boîte qui fait aussi de l'immobilier au Nigeria. Donc c'était assez marrant. Et là, j'accompagne également donc la coopérative Senion, donc avec Ludo qui représente un sacré morceau, et sinon une boîte qui fait du cosmétique, donc M Skincare, voilà, où pareil, je les accompagne sur les aspects un peu process et mise en place d'outils digitaux. Voilà, donc hyper varié en termes d'interlocuteurs et en termes de produits finis, on va dire. Ok, bah écoute, c'est très intéressant. Moi, ce que je serais curieux, c'est que ça soit toi, à ce moment-là, qui nous dise un petit peu comment s'est passée la rencontre, et tu vois, quelle était, comment t'as reçu, quelle est la commande que tu as reçue, tu vois, quelle est un petit peu justement, toi, quelle a été, puis un peu peut-être tes premières impressions. Je sais pas, t'as dit que c'était un sacré morceau. Est-ce que tu l'avais vu ça dès le début? Ouais, c'est marrant. Ouais. Alors du coup, la rencontre, on va dire, s'est faite sur LinkedIn. Voilà, un petit message d'un certain Ludovic Renaud, DSI Célion, voilà, qui voilà me dit tiens, je suis en train de regarder tout ce qui est no-code dans le cadre de la transformation digitale de mes COP. Voilà, est-ce que tu aurais voilà un petit peu de temps à m'accorder? Ouais, je dis ok, carrément, je suis chaud. Premier abord, tu vois, il y avait le côté un peu transformation digitale. Je trouve que le mot était un petit peu galvaudé de manière générale. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, à quoi ça... Mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que, justement, c'est un DSI. Je me suis dit, tiens, un DSI qui s'intéresse au côté no-code, etc. Et puis, dans son message, il y avait beaucoup de fois, et d'ailleurs, c'est aussi une implémentation de Ludo, il parle beaucoup des métiers. Je me suis dit, tiens, ça, c'est cool. Et ça, je trouve que c'est vraiment fondamental. Et je me dis, bon, ok, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens, quoi qu'il arrive. Et puis on a discuté pendant une heure et demie. J'ai montré les trucs que j'ai pu mettre en place, etc. Et le courant est vite passé. Et effectivement, le besoin initial, c'était une notion de mise en place de contrat. Je me suis dit bon, ok, ton truc, ça m'a l'air voilà parfaitement jouable avec par rapport à ce que j'ai mis en place. Regarde, tac 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 tac. Et puis donc on a commencé un petit peu avec de la co-construction, donc de la formation, etc. Et il commençait aussi à construire. Et puis j'avançais aussi moi en parallèle sur cette notion d'édition de contrat, donc qui était on va dire de la pure génération documentaire et signature électronique. Et puis à un moment donné, ton contrat c'est bon, il est prêt quoi. Maintenant il faut qu'on voit un petit peu où exactement est la data, comment la récupérer, etc. Et puis là en tirant le fil, c'est là qu'en fait on a vu que la data était quand même globalement éparpillée ou pas facilement accessible. Et du coup, on a eu des fois des heures entières, on a discuté de tout sauf de no code, mais on a discuté de process. Et en fait, c'est là où moi j'ai aussi pris conscience à ce moment-là
de l'ampleur de la tâche. Alors là, peut-être que tu te rends pas compte, mais globalement, les process encapsulés là dont on parle, ça représente à peu près plus de 8 chiffres. Enfin, ça représente 8 chiffres et pas juste 8 chiffres, quoi. Ça représente, voilà, c'est assez dimensionnant, c'est structurant en termes de pour la COP, pour les exploitants, etc. Donc c'est pas tiens, je vais automatiser 3 trucs dans mon coin, ça va envoyer une notif Slack, quoi. C'est hyper structurant. Il y a 20 personnes qui bossent tous les jours dessus. Il y a des centaines d'exploitations. C'est assez gros. Là, on secoue pas mal Airtable, quoi. Et je pensais pas qu'on aurait été amené à secouer autant Airtable, mais justement avec cet enjeu de récupérer la data, de la capter. Ça a été au final le vrai enjeu a été de capter la data. Donc l'exploitation des données au final, qui était un petit peu ce qui était exprimé. Dans les faits, le besoin était un petit peu était bien en amont, et c'est ça qui a rendu le sujet encore plus intéressant et costaud, quoi. Et du coup, Ludovic, c'est toutes ces données, toutes ces choses-là, c'est le résultat de combien d'années de mise en place, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, à quel moment, enfin, tu vois, dans les étapes un peu de la construction de votre service, de votre système d'information, quand, enfin, tu vois, est-ce que vous avez un ERP, est-ce que tout ça, comment ça s'est construit, tu vois, parce que ce que j'imagine, c'est qu'il y a plein de couches successives, peut-être, qui se sont accumulées. Enfin, je sais pas si peut-être je l'ai bien phrasé, mais je pense que tu vois ce que je veux dire à peu près. Ouais, en fait, t'as raison. En fait, la difficulté, en fait, c'est entre guillemets, c'est d'avoir un existant quelque part. Donc aujourd'hui, dis-toi, comme je l'ai introduit tout à l'heure, en fait, moi j'ai 2 ERP différents avec mon équipe interne qui gère 2 ERP différents. J'ai des problèmes entre guillemets de référentiels différents. Enfin voilà, donc je suis quasiment en train de faire enfin je gère du multi-société, quoi. Voilà. Donc ça c'est mon quotidien avec les difficultés que ça engendre, hein, comme tu peux l'imaginer. Et en fait, pour la petite histoire quand même, pour que ça soit un peu drôle, c'est que depuis 2006, un de mes projets en 2006, donc ça remonte quand même pas d'hier, a été de digitaliser ces fameux contrats de production. On en parle depuis 2006, d'accord ? On n'y est jamais arrivé. Je veux dire, voilà. Et là, on a pris le taureau par les cornes. Effectivement, là, en fin d'année dernière, on a bossé vraiment beaucoup en termes, moi, de mes métiers. Il y a des métiers qui sont super investis. Toute mon équipe, incluant Arnaud, on s'est beaucoup investi. Et on a réussi à mettre en production une V1 le 20 janvier 2021, en commençant à taper dedans début novembre. Donc, la productivité, le gain, etc., c'est juste énorme. Et en fait, il faut se dire, c'est ça, c'est que, comme disait Arnaud, l'outil est secondaire. C'est l'humain, l'ingénierie qu'on va y mettre dedans, tout le travail de process qu'on a réussi à faire et à discuter. Et aujourd'hui, dans Airtable, j'intègre des données chaque nuit de mes 2 ERP. J'intègre mes exploitations, par exemple, mes adhérents exploitations de mes 2 ERP. J'intègre des contrats, j'intègre mes céréales, j'intègre tout ça dans Airtable pour alimenter en fait des bases sous-jacentes avec des synchronisations Airtable qui sont faites pour ça. Et on arrive à faire un truc vraiment Comment ça se passe, cette intégration ? Alors avec l'API Airtable qu'on a découvert, qui est ultra bien faite, ultra documentée, ultra bien. Voilà, c'est aussi quelque chose de rare parce que j'apporte aussi de l'importance au côté maintenabilité de l'outil. Donc quand on a un Airtable avec une API qui s'auto-documente à chaque fois qu'on crée une colonne ou qu'on crée un champ, etc., et que ça documente automatiquement l'API pour les équipes développement X ou Y, ça c'est bien parce que c'est souvent aussi moi qui ai vécu aussi, enfin j'ai fait du développement interne avec mes équipes, du développement extranet, du Symfony, du PHP, de tout ce que de l'appli mobile, etc. Voilà, je sais les écueils qu'on peut rencontrer sur entre guillemets le monde développement pur, et tout ça en fait fait qu'on a été plus fort, qu'on a été plus vite, qu'on a réussi la V1 ensemble, que comme disait Arnaud, il y a 20 personnes qui travaillent au quotidien dans l'outil,
Voilà, c'est grâce aux hommes, grâce à l'humain et grâce aux outils no-code qu'on a pu faire tout ça. Donc c'est vraiment chouette. Voilà. Et Arnaud, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques, juste pour se prendre un peu en arrière. Moi, j'aimerais comprendre comment on arrive, en tant que consultant comme ça, externe, à rentrer dans un sujet comme ça. Est-ce qu'il y avait de la documentation? Comment toi, tu vois, t'as documenté ça? Comme tu disais, il y a toute une partie, avant même de mettre les mains dans Airtable, déjà, il faut comprendre le sujet, quoi. Donc là, comme expliquait Ludovic, c'est un sujet qui date déjà depuis 2006. Enfin, comment on fait pour rentrer là-dedans, quoi? Alors effectivement, il y avait, on va dire, de la documentation, mais globalement, moi, l'approche a été plutôt via des points métiers, en fait. L'avantage d'Airtable, c'est que c'est hyper malléable, et dans le cadre des échanges, tu peux commencer en fait à comment dire, à matérialiser effectivement, et à la fois toi pour bien t'assurer que tu as bien compris, mais en même temps aussi pour s'assurer que tu as bien réceptionné, que la personne s'est bien exprimée en face. Et en fait, ça a été ça en fait, vraiment au travers des échanges. Clairement, ça a été des échanges en direct, de la co-construction. Un des premiers réflexes qu'il y avait pu y avoir au début quand je suis arrivé, c'était bon, ok, j'ai mon tableau Excel, je reprends un peu la même structure. J'ai hop, on repart de zéro. Et ok, in fine, ta data, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin d'en faire? Quels sont un petit peu tes quelle granularité d'informations tu as besoin? Et ça, en fait, ça a vraiment été, mais ça se faisait en direct au fil de l'eau. Et c'était le moyen de bien se comprendre. Je considère qu'un cahier des charges, c'est fait par des gens dont c'est pas le métier, et qui vont aussi se baser par rapport à l'idée qu'ils ont d'un outil qui serait intéressant. Et en fait, du coup, tu te retrouves à pouvoir interpréter des choses de manière différente, le matérialiser de manière différente, et du coup, il y a des incompréhensions. Alors que quand tu modélises quelque chose en direct, c'est vraiment ça, hein, l'outil te permet vraiment en direct, de voir un petit peu les conséquences et les implications. Et donc, ça a vraiment été ça pendant plusieurs sessions en direct. Ok, tiens, ton donnée de base, c'est ça. Donc, derrière, il faut la relier à ça. Et ça a vraiment été de l'échange, mais vraiment en direct. Et ça, c'est l'approche que je recommande, parce que, ouais, le cahier des charges, c'est bien, mais il y a plein de trucs qui n'étaient pas dans le cahier des charges. Et voilà, on affine au fil de l'eau. Et c'est aussi de laisser erreur. Des fois, tu penses que deux solutions sont équivalentes, et puis en fait, hop, t'essayes dans une direction, t'essayes les deux, puis en fait, en quelques minutes, tu t'aperçois que c'est pas la bonne direction. Et ça, en fait, c'est cette flexibilité-là, cette agilité-là que te donnent des outils comme Airtable, de pouvoir vraiment commencer à modéliser ton process. Et ça, c'est hyper important. Et d'avoir vraiment les feedbacks en temps réel. Tu vois, et ça, tu l'as pas avec un cahier des charges ou autre, mais tu l'as que quand tu commences à vraiment modéliser en direct. Ouais, c'est intéressant de voir que l'outil est au milieu aussi du process, quoi. Finalement, il aide à la conception, à la co-conception, quoi. Ça, j'aurais pas forcément dit, tu vois. Je me serais dit qu'il y avait peut-être travail en amont plus important, puis après on implémente. Enfin, c'est dommage parce que d'ailleurs c'est une vision un peu à l'ancienne, quoi. Dire, ok, toi tu fais un truc par exemple, puis tu leur montres et puis il y a des retours, alors qu'en fait tu peux beaucoup plus en amont, en fait, modéliser des choses quasiment en live, comme tu dis, quoi. Ah ouais, je pense que ça a été une des clés de réussite. Alors peut-être que c'est par rapport à mon background, on va dire plus métier, qui a fait que j'ai eu cette approche-là, ou peut-être aussi le fait d'avoir été échaudé par une approche un peu plus classique de type cahier des charges ou autre. Mais ouais, clairement, l'outil a été un bon moyen de modéliser les choses et que chacun arrive à exprimer sa pensée. Et ça, c'est clairement l'approche que je recommande. Et en fait, même si jamais tu te dis à la fin, mon process, je le ferai différemment, enfin, je le ferai avec pas en no-code, je développerai un truc. Mais moi, je conseillerais à tout le monde, au moins, de modéliser son process, ses façons de faire avec Airtable. Alors, il y a peut-être des choses qu'on ne pourra pas automatiser ou autre, mais au moins, ça te permet de déverminer énormément. Donc, clairement, pour moi, il y a deux cas d'application. C'est soit tu arrives à tout faire avec ton outil, soit à minima, si à la fin, tu te dis, OK, finalement, je vais faire un gros dev, tu as déverminé, mais énormément de choses. Tu arrives avec, voilà, la maquette, elle est là, voilà le comportement qu'il faut avoir. Ok.
Ludovic, comment ils ont joué le jeu, les métiers, comment ils ont pris cette démarche, justement, peut-être que est-ce que ça les a un peu bousculés ou au contraire pas du tout, je sais pas, ça a été amené en douceur. En fait, comme je te disais, mon point de départ, ça a été de pas faire l'informatique qui pilote et qui porte le projet. Ça, je pense que ça a été ultra important et une vraie volonté, en tout cas de ma part. Je voulais que finalement les métiers aujourd'hui fassent les choses. Parce que bien souvent, les métiers, en fait, ils ont des demandes, comme classiquement, c'est-à-dire c'est je veux tel truc, je veux tel truc, je veux tel truc, et débrouillez-vous l'informatique. C'est comme ça, globalement, le discours habituel. Et là, l'objectif, en fait, c'était vraiment de faire de la co-construction et de rassembler, en fait, les différents services de la COP ensemble. Parce qu'on se rend compte de plus en plus, là j'en suis quand même dans des étapes, bon, ça fait que 4 mois que l'on a initié tout ça, mais moi je me rends compte qu'en fait qu'on arrive à relier en fait différents services au sein de l'entreprise qui travaillaient beaucoup, mais en mode silo. Rigolo de dire ça dans une COP, mais c'était ça, c'était en mode silo et sans véritable collaboration réelle sur le côté data en fait. Et il y a aussi un enjeu qui s'est créé, qui était aussi une envie chez moi, c'était la culture data, c'est-à-dire de faire de la saisie unique, de partager l'information, d'avoir un vrai système de base de données malléable où on puisse finalement créer de la valeur, voilà, et avoir des vrais gains et des vraies vertus cachées un peu derrière tout ça. Et donc j'ai des métiers en fait qui sont en mode Disneyland, c'est-à-dire qu'ils ont découvert la magie, ils se projettent, toutes les semaines ils tapent dans Airtable, ils créent de la valeur, ils créent du process, ils créent de la base de données, etc. Et ils basculent de leur écosystème existant Excel. Ou parfois rien, c'est-à-dire parfois ils avaient une idée de process qu'ils n'arrivaient pas du tout à faire, et grâce entre guillemets à Airtable et au coaching que Arnaud leur fait quasiment chaque semaine, ils arrivent à progresser et à être autonomes et à faire les choses. Et donc il y a de la valeur en fait qui se crée et ça touche toutes les strates de l'entreprise, que ça soit du grand chef jusque enfin toutes les strates, jusqu'au technicien, jusqu'à l'agriculteur, enfin voilà. Donc on est parti vraiment sur des gros sujets, et plus on avance en fait, plus on crée des fonctionnalités et des nouveaux process. C'est-à-dire qu'on est parti avec effectivement cette idée de contrat filière, et tout doucement on est en train de basculer sur du CRM, ce qu'on peut appeler comme ça. On est en train de basculer voilà sur d'autres sujets qui vont arriver, et on est en train de faire une vraie, c'est pas une évolution, c'est une vraie révolution interne, culture data. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de chouette à vivre. Voilà. Et au niveau métier, ben je te dis, au début il y a des freins entre guillemets, et derrière, ben effectivement, j'ai des porteurs d'eau, c'est-à-dire c'est plus l'informatique qui pousse, c'est des métiers qui à un moment donné arrivent à être convaincus, à un moment donné arrivent à faire, et à un moment donné portent la bonne parole auprès des autres collègues ou du terrain. Et ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà. Ok. Arnaud, tu voulais... Ouais, en fait, c'était pour souligner ça. Effectivement, moi, ce qui est vraiment agréable, c'est alors à la fois effectivement cette approche métier de la DSI, c'est top, et pas que de Ludo, parce que il y a aussi ces équipes, les devs et tout, ils sont chauds bouillants sur le no-code, etc. Donc c'est vraiment top. Et surtout les métiers. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient, comme le disait Ludo, sur Excel et qui touchaient du doigt que c'était pas ce qu'il fallait, tu vois. Mais en même temps, t'as que ça, donc tu fais. Faut faire tourner la boutique, quoi. Et en fait, qui hyper vite ont vu ça, ils se sont dit, waouh, on peut faire plein de trucs. Est-ce qu'on pourra tout faire? Peut-être pas, mais on peut faire plein de trucs. Et en fait, ça a créé une émulation. Et c'est marrant parce que du coup, t'as vraiment, t'entends parler d'Airtable dans les couloirs, etc. Ça a vraiment impliqué les gens. Et en fait,
c'est toute l'entreprise. Et du coup, c'est pas juste la DSI dans son coin ou juste les métiers, etc. Là, c'est tout le monde qui va. Et voilà, que ce soit effectivement les techniciens qui sont sur le terrain, que ce soit les patrons de COP, que ce soit les devs et les responsables qualité, etc. Et en fait, ça a été vraiment leur donner, mettre l'outil aussi entre les mains et les impliquer dans la construction et aussi dans les modifications, tu vois. Pour moi, la meilleure idée qu'il y a eu là sur ce projet-là en 2021, c'est pas moi qui l'ai eu et tant mieux. C'est la responsable qualité sur un truc, mais le plus simple, enfin simple entre guillemets, à mettre en œuvre. Mais ça a été son initiative et c'est un truc qui a fait gagner 1 à 2 heures par jour à 20 personnes pendant plusieurs semaines, si tu veux. Donc pour les personnes qui devaient faire des choses un peu répétitives, ça leur a changé la vie. Et puis ils ont vu derrière, mais ouais, mais en fait, c'est pas la direction, c'est pas la DSI qui est là pour m'imposer un outil juste pour du reporting ou autre. C'est au service des métiers, quoi. Et vraiment le côté rendre le pouvoir au métier, je trouve ça super important. Et c'est ce qui a, pour moi, ça fait partie des clés de réussite de au moins de cette première partie du projet. Est-ce que, enfin l'un ou l'autre, hein, mais vous avez l'impression que ça c'est, enfin moi j'ai l'impression que c'est assez exceptionnel pour être souligné, non, cette démarche de la DSI. Enfin on dit pas ça parce que Ludo est là, mais je sais pas, j'ai l'impression, enfin je sais pas, après je dois avoir beaucoup de préjugés, enfin j'ai travaillé dans des DSI aussi, hein. Quand même ce truc très tour d'ivoire, quoi, c'est-à-dire les informaticiens, ils bloquent tout, ils sont, après c'est aussi un peu la préconception que ont les gens, mais ça existe quand même, alors, des fois pour des raisons valables de sécurité, etc. Aussi des fois t'as l'impression que c'est pour pas trop travailler, quoi. Alors, je vais aller à fond dans les clichés, tu vois, mais bon, comme ça c'est au moins c'est dit. Je sais pas, toi Arnaud, enfin, est-ce que t'as vu ça déjà? Est-ce que non, après on laissera Ludovic défendre sa corporation. Le dynamisme, etc. Ça je l'avais pas vu. Moi j'avais pas forcément une vision très si tu veux, quand t'es sur le terrain ou quand t'es dans les métiers, si t'as besoin de rien, tu demandes à la DSI si tu veux. Je sais pas toutes les DSI comme ça, mais globalement, ils vont t'expliquer par A plus B que finalement c'est pas quelque chose qui se fera pour plein de raisons et pas forcément les bonnes, et du coup tu te retrouves tout seul sur le terrain face au client, etc. Et donc ouais, effectivement, cette notion de DSI dans sa tour d'ivoire et si t'as besoin de rien, tu leur demandes, ça a été malheureusement assez récurrent. Alors je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais voilà. Mais en tout cas, la clé de réussite, en tout cas de ce projet-là, ça a été vraiment cette approche service. C'est une DSI service. On est là pour aider nos équipes, et c'est une posture que je trouve super intéressante et que j'ai pas forcément vu, en tout cas beaucoup, ou alors que sur certains individus de DSI. Des gens qui se démenaient comme des diables parce qu'ils avaient une sensibilité métier. C'est vrai. Mais derrière, en tant que je fais rejaillir quelque chose sur l'ensemble de mes équipes, on est une entité quelque part au service des métiers. Cette dynamique-là, je l'avais pas vue à aussi grande échelle. Et du coup, voilà, enfin, cette approche métier, elle est très bonne. Enfin, tu vois, Ludo, il est hyper à l'aise sur les discussions pure métier avec responsable qualité ou autre. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Non, mais c'est important ce que tu soulignes. C'est vrai que j'ai aussi constaté ça quand même dans des plus grosses DSI. Après, quand on va un peu dans les étages, en fait, on voit aussi des gens qui ont des attitudes différentes, etc. Est-ce que t'as une réaction par rapport à ça? Et moi, j'espère qu'il y a des gens des DSI, qui me contacteront suite à ça et qui voudront me faire mentir sur mes préjugés. Hein. Donc, je serais très content d'en parler. Et c'était vraiment aussi un des objectifs de cet épisode. Donc, c'est pour rendre justice. Ludovic, une petite réaction? Ouais, en fait, non, mais t'as complètement raison. Après l'expérience veut, des discussions que j'ai avec mes autres collègues DSI, en fait, ce qui se passe aussi, c'est le côté en fait, c'est le côté maîtrise et changement. C'est toujours en fait cet axe-là qui est un petit peu problématique. C'est-à-dire que effectivement, si je veux être plus tranquille, plus cool, plus de faire moins d'heures, etc., d'être plus tranquille, je ne change rien. C'est-à-dire, j'impulse rien, je ne change rien, parce qu'effectivement, le changement engendre beaucoup de problématiques. Si en plus on est sur des systèmes un peu legacy, un peu avec des choses plus ou moins maîtrisées, avec des logiciels éditeurs qui te sont imposés,
sur lequel t'as aucune emprise technique, tu vois. On te dit, bon, bah voilà, t'as un logiciel de paye, il marche comme ça, c'est tel truc en avant, t'as le logiciel RH, c'est tel truc, etc. T'as rien qui communique avec rien, mais c'est pas grave, etc. Et en fait, voilà, ça, c'est ce que j'ai vécu, moi, depuis X années. Bon, et à un moment donné, entre guillemets, on n'a qu'une vie. Moi, j'ai envie d'apporter de la valeur à mes agris. J'ai envie d'apporter de la valeur à mes métiers. J'ai envie que mon équipe soit up-to-date, formée et me suive, entre guillemets, dans ma folie. Et que, quelque part, on soit fier de nous, quoi. Et qu'on apporte de la valeur à la coopération et à la coopérative. Voilà, c'est vraiment dans mes gènes. Voilà. Et c'est sûr que ça demande de l'énergie, ça demande une volonté un peu farouche, parce que quand on est DSI, que j'ai des directeurs qui ont connu aussi, tu vois, des ERP, des budgets, des projets comme je vous ai expliqué, qui n'ont pas forcément été au bout, etc. Quand t'as ton DSI qui débarque, qui te dit bon, monsieur le patron, on va partir sur un truc Airtable. No code, c'est hébergé en Amérique, chez Amazon Web Services, etc. Faut être convaincant, quoi. Faut y croire, tu vois. Voilà. Bon. Et voilà. Est-ce que cet aspect-là que tu soulignes d'ailleurs vous a posé problème, réglementairement parlant, sur ce côté États-Unis, etc. Parce que ça, nous, on nous en parle beaucoup, forcément, quand on fait des webinars. Pour plein de gens, ça bloque. Je pense des fois pour des mauvaises raisons, très honnêtement, même si je conscient de cette question de souveraineté numérique, mais je pense que des gens des fois s'en font un petit peu trop aussi de ça. Ça dépend des contextes, hein. Hier je parlais avec quelqu'un qui est dans la santé. Bon, ok, on peut comprendre qu'on veut pas que des données de santé se baladent n'importe où, mais vous par exemple, tu vois, quel est... En fait, ouais, t'as raison, parce que quelque part aujourd'hui effectivement, bon, t'imagines, coopérative agricole en France, on est quand même orienté terroir, France, etc. C'est normal et logique et voilà, ce qui est notre fierté. Et donc effectivement, quand on amène des outils du type Airtable et que l'on commence à regarder RGPD, etc. Effectivement, on s'est posé quand même beaucoup de questions. Bon, et à côté de ça, il faut être pragmatique, c'est-à-dire que quand on envoie un mail avec un Excel en pièce jointe, ça transite par un nombre incalculable de serveurs voilà. Et je pense qu'on est bien plus un bon point, ça. Voilà, bien plus attaquable et bien plus voilà, que d'avoir nos données structurées dans Airtable. Et bon, ils ont quand même une démarche de chiffrer les données, ils ont quand même une démarche voilà, ils ont le petit logo, etc. Donc, bon, ok, on est chez Amazon Web Services, c'est sûr, mais c'est, à mon avis, largement moins pire que un mail avec un Excel en pièce jointe qui se balade sur je sais pas combien de laptops, qui passe par des serveurs à travers le monde, et qui peut avoir la donnée peut avoir une évasion Absolument. beaucoup plus importante que dans Airtable structuré. Voilà, donc il faut être pragmatique. Ça a été mon discours. C'est peut-être pas, voilà, mais je pense que c'est moins pire. Voilà. Arnaud, est-ce que tu as, par rapport à tes autres clients, peut-être sur ce point-là précisément, je sais pas si t'as, parce que c'est un sujet que je dois vraiment creuser, mais du coup je profite un petit peu de vos expertises là-dessus. Ouais, alors après les datas elles sont cryptées, les transferts sont cryptés. Alors effectivement c'est hébergé aux US. Globalement pour les clients que j'ai, il n'y avait pas de problématique particulière, mais effectivement dans la santé, je comprends qu'il y a des enjeux. J'avais aussi un prospect, ils étaient emballés. Et c'était pour faire un truc vraiment super intéressant. Et après, à la fin, c'était où est-ce qu'on l'installe? Je balance, c'est pas ça. Et après, c'était clairement une contrainte. Si tu veux, c'est une boîte où globalement, c'est qui fait une boîte de la défense. Et t'as même pas accès à Internet, etc. Si tu veux, t'es sur des réseaux fermés. Où là, effectivement, t'as clairement une contrainte. Et puis, tu vois, là, tu vas pas mettre des informations liées à de l'armement aux US ou autres. Donc là, clairement, ça a été un no-go malgré l'enthousiasme marqué qu'il y a pu y avoir. Après, mis à part ça,
je pense qu'il y a des cas, il y a peu de cas, et sachant qu'après, on peut très bien imaginer d'avoir juste une structure du process, mais sans mettre des données beaucoup trop sensibles, etc. Bien sûr. Mais oui, effectivement, comme le soulignait Ludo, les mails, ils partent à droite à gauche, donc effectivement, en tout cas pour certains use cases, c'est clair, c'est indispensable d'avoir d'autres types d'outils, une autre approche des réseaux fermés. Après, là actuellement, pour mes autres clients, il y a pas eu de problématique de ce genre. Ouais, non, je pense que chaque cas est différent. Ça m'amène à une autre question, et on va arriver un peu sur la fin de notre échange, mais est-ce que vous avez rencontré des limites techniques ou pas, hein, d'ailleurs, hein, mais un peu dans le cadre de ce projet? Alors, je sais pas lequel de vous deux veut répondre. Ouais, en fait, alors les limites, effectivement, en fait, alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai acquis une licence Airtable Enterprise, donc j'ai quand même là le plus haut niveau de licence Airtable existante, en tout cas. Voilà, donc j'ai quand même une grosse licence costaud, hein, voilà. Et derrière, en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être une limite quand on arrive sur des gros volumes. C'est-à-dire que là, une base de données Airtable, c'est max, sur le papier en tout cas, 100 000 records, 100 000 enregistrements. Voilà, donc effectivement, il faut arriver à bien structurer sa base, et voilà, parce qu'effectivement, quand on commence à avoir une volumétrie relativement importante, voilà, je pense qu'effectivement, à un moment donné, on va avoir un petit peu cette limite-là. Mais, encore une fois, aujourd'hui, c'est 80% d'humains, 20% d'outils. Airtable nous a permis de mettre en place notre projet, de faire, on va dire, quelque part, quasi la maquette fonctionnelle aboutie prod du projet. Donc, ça veut dire qu'en 4 mois, on a fait un gain juste énorme, métier technique. Si demain, on arrive à être dans la limite performance Airtable, c'est que ça sera bon signe. C'est que quelque part, on aura d'autres problèmes, mais qui seront des bons problèmes. Voilà, qui seront des problèmes de, j'ai de la donnée fiable, organisée, je capte de la donnée à travers des formulaires, à travers d'autres choses, et j'ai structuré mon métier. Et là, effectivement, voilà. Bon, sachant qu'Airtable, il y a un support qui est pas inintéressant, il y a aussi ça qui est à noter. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, un peu pour me rassurer, c'est qu'ils me trouveront une solution quoi qu'il arrive. La limite des 100 000, elle est pas technique, elle est plutôt sur le côté, sur le papier, sur le côté, il faut se donner une limite de performance contractuelle. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est pour garantir les performances aussi. Exactement. Pour eux, ils se protègent un petit peu en disant ça, mais on peut imaginer aussi que de toute façon, ils ont quand même des capacités techniques à fournir plus, et ils vont sûrement avoir au fil du temps des besoins de leurs clients de plus en plus importants, quoi. Exactement. Donc voilà, donc c'est la limite sur ça, voilà, simplement. Ouais, tout à fait. Voilà, la limite par rapport à la quantité de données, là, à un moment donné, je pense qu'on la touchera du doigt, mais on l'a en tête. Néanmoins, honnêtement, on lui en met plein la tête à Airtable. On a des bases synchronisées dans tous les sens. On a des centaines, voire des milliers de modifs par jour, en fonction des jours. Ouais, des fois plus de 10 000, enfin, parce qu'il y a du transfert de données, etc. Vraiment, on secoue Airtable dans tous les sens, on l'étire, puis en fait, tu te dis, mais zut, mais qu'est-ce qui se passe, je peux encore tirer, quoi. Et honnêtement, on va dire que, mis à part cette quantité de données, je suis assez impressionné. Ouais, franchement, c'est hyper robuste. Ça plante pas, tu synchronises les trucs, c'est hyper simple. Et puis les fonctionnalités entre guillemets simples d'Airtable, tu peux bien utiliser, te permettre d'aller hyper loin sans avoir nécessairement à automatiser des choses. En plus, ils font évoluer tout ce qui est automatisation native, donc de plus en plus de features, etc. Donc honnêtement, je pensais pas qu'on aurait eu autant à le secouer dans tous les sens. Et puis ouais, en fait, ils leur demandent quoi, quasiment. Donc non, c'est assez impressionnant quand même. Et surtout avec la facilité un peu assez déconcertante qu'on a de pouvoir faire les choses. Voilà. C'est super retour d'expérience. J'avoue que j'ai rarement eu l'occasion d'échanger avec des gens qui avaient un compte Enterprise et qui
qui s'approchait de ses limites, quoi. Donc c'est intéressant de voir que vous avez eu l'occasion d'aller là, de voir de les challenger un petit peu là-dessus, j'ai envie de dire, et de voir aussi quelles sont leurs réponses. Pour finir, j'ai peut-être une question pour Ludovic, après on passera à Arnaud. Un peu la feuille de route, j'ai envie de dire, de ce projet-là en particulier, peut-être un petit peu du no-code dans ton activité, enfin dans les coopératives. Donc en fait, la feuille de route, c'est qu'effectivement, là, on a lancé la V1 en prod. Donc la V1, en gros, c'est gros process, grosse base Airtable, base avec un S. On a mis un portail Webflow, voilà, et on a fait des vues en dead Airtable dans le Webflow avec un petit côté member stack pour gérer les identités de mes techniciens, de mes commerciaux. Voilà, donc ça, c'était la V1. Voilà. Et là, en fait, depuis donc ça c'était fin janvier. Et en fait, là, on est parti sur travailler le front pour avoir un front no code, on va dire intelligent, amélioré, plus, pour pouvoir, comme je t'ai dit, partir sur au-delà des contrats filières et des formulaires et des choses comme ça, avoir vraiment un outil front costaud, voilà. Et donc là, on est parti à travailler sur Bubble. Donc on a commencé à travailler Bubble plus Airtable. Et donc on a commencé à taper dans l'API Airtable avec Bubble. En interne. Donc on est en train de se former avec Antoine qui est de l'équipe de chez Auto. Et voilà, il nous accompagne super. Depuis 5 semaines. À la fois en formation parce qu'il m'a formé moi pour me montrer le potentiel de Bubble, c'était ça déjà le point de départ. On a fait une one-to-one déjà sur ce sujet-là pour voir. Excellente démarche. Voilà. Et donc là, je suis parti à former mes devs internes, ce qui est voilà aussi quelque chose d'important. Voilà et puis tous les gens qui vont travailler avec nous sur Bubble. Et donc Antoine là en ce moment même en train de travailler sur Bubble pour moi pour faire l'outil technicien V2 CRM et d'agréger en fait des données à la fois Airtable mais des données aussi d'autres API et de pouvoir finalement complètement avoir une vue 360 et apporter de la valeur du métier à mes techniciens au niveau du terrain. Voilà, c'est ça la feuille de route à venir. Voilà. Excellent. Bon ça pourra être pour un autre Rex. On fera intervenir aussi nos amis d'Auto, comme ça. On fera faire un truc croisé. Ok, super. Arnaud, toi, du coup en dehors, je veux dire de ce projet, mais toi un petit peu, c'est quoi tes projets à venir, les choses sur lesquelles tu travailles? Je sais que tu as aussi des petits side projects. Enfin, est-ce que tu veux un peu nous ouvrir sur ton activité? Ouais, alors du coup, toujours moi c'est toujours mes deux casquettes, on va dire, sur une partie transition et une partie outil toujours. Voilà. Après, j'ai aussi mis en place des modules de formation en ligne. Voilà, donc sur le fait de créer son CRM, donc avec Airtable. Je suis on va dire un addict d'Airtable. Ah, pardon. Attends, désolé, il faut que tu remettes ton micro. Je suis désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Pardon. D'accord. Alors du coup, je sais pas où on s'arrête. Non, tu parlais de la formation. Justement. Ouais, mon module de formation. Tu disais que t'étais un addict. Ouais, ah oui, ok, donc ça a pas trop coupé. Et donc sur le fait de pouvoir, construire son CRM soi-même avec Airtable, donc plutôt avoir une approche métier tout en apprenant un outil. Et pour souligner un petit peu ce que disait Ludo tout à l'heure, l'objectif, effectivement, c'est d'améliorer le front, mais de pouvoir avoir l'ensemble des process qui sont toujours modélisables avec Airtable. Et comme ça, si à un moment donné, il y a besoin de changer de front ou autre, on peut débrayer. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et sinon, j'ai sorti une petite app qui était à la base un besoin personnel que j'ai appelé AirContact, donc qui se base... Voilà, ce n'est pas pour prendre des rendez-vous chez les coiffeurs, mais c'est pour tous ceux qui font leur CRM ou qui gèrent leurs contacts sur Airtable. Moi, ce qui me manquait, c'est d'avoir une petite app simple qui permet de les gérer depuis son téléphone avec identification de l'appelant, etc. Donc là, j'ai sorti ça lundi. Donc j'attends d'avoir les premiers retours des utilisateurs, mais à la base, c'est un besoin personnel et je me suis dit, pourquoi pas le mettre aussi entre les mains d'autres personnes.
Bah, je partagerai les liens de toute façon de tout ça dans les notes qui vont avec l'épisode. Et c'est hyper intéressant en tout cas tout ça. Bah merci beaucoup pour tout ça. Alors j'ai une question pour finir qu'on pose à tous nos invités, qui est purement prospective on va dire, mais peut-être qui est concrète aussi. Si vous aviez un side project, ou si vous avez un side project à faire en no-code, qu'est-ce que ça serait? Et avec quelle techno, du coup, vous le feriez? Peut-être Arnaud, du coup, premier. C'était une idée comme ça. Side project, sur le vif. Là, pour le coup, la side project, ça va, j'en ai. En fait, globalement, en fait, c'est quelque chose, c'est ce que tu aurais voulu faire depuis un moment que t'as pas le temps de faire, quoi. Écoute, là globalement, ce que j'avais mis de côté, c'était les formations et puis l'app. C'est sorti et du coup je l'ai pas fait en no-code l'app. Déjà pas mal. Voilà. Donc et c'est pour ça qu'en fait je trouve que aussi c'est important cette complémentarité code no-code. Hein, tu vois, c'est pas l'un qui va remplacer l'autre ou autre. Je pense que c'est les devs ils ont fait un super boulot sur des sujets ultra compliqués dans les équipes de Ludo. Donc ça, je pense qu'il faut aussi leur tirer leur chapeau sur la carto. Hein, donc Ludo, Blaise, etc. Ils ont super bien bossé. Mais non, side project. Non, là c'est quand même assez chargé en ce moment. Là, donc mon side project, ce sera de plus bosser le week-end et le soir. Déjà, ça sera quand même pas mal. On va essayer de couper un peu. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Et toi, Ludo? Moi effectivement là on est parti en fait c'est à la fois des side projects et des vrais projets en fait, parce qu'on est parti effectivement toujours avec Arnaud et toute mon équipe à travailler sur d'autres métiers au sein de la COP, sur de la logistique, sur de la prise de commande, sur des choses comme ça. Donc on va continuer de mettre les watts sur ces histoires-là et sur le process, sur le métier, la création de valeur. Avec Airtable, avec j'espère Bubble, qui a l'air vraiment un truc avec un très beau potentiel, Zapier aussi, enfin d'autres choses. Et ce que je voulais aussi, pour conclure aussi sur un truc que j'ai pas dit et qui est important de ma vision en tout cas, c'est d'avoir en fait un développement hybride. C'est-à-dire qu'on voit souvent aujourd'hui à la fois en fait les gens du no-code qui sont entre guillemets en concurrence avec les gens du développement. Notre succès aujourd'hui, c'est d'avoir un fonctionnement hybride. C'est-à-dire qu'on a fait peut-être 80% en no-code, 20% en développement. Et je pense que l'avenir, c'est de faire de l'hybride. C'est d'avoir des gens qui fassent effectivement les métiers, qui prennent des choses en main, des développeurs qui prennent des choses en main, et d'arriver à travailler en collaboratif, en équipe, en mode pack de rugby, et d'avoir un fonctionnement hybride. Je pense que l'avenir et sur ce côté hybride et de mettre les bonnes briques aux bons endroits. Voilà. Donc voilà pour conclure. Tu fais bien de le préciser. C'est vrai que c'est un point que je m'étais noté puis qu'on n'a pas creusé parce que vous aviez évoqué un petit peu justement le fait que les développeurs de ton équipe avaient été partants et coopératifs, etc. Donc forcément, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc tu fais bien de le préciser parce que je pense qu'on est tous convaincus. Arnaud le soulignait aussi dans son petit projet d'application, etc. On peut pas toujours utiliser du no-code. C'est pas toujours souhaitable. C'est pas toujours la meilleure solution. Ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser toujours la solution la plus pragmatique. Et souvent, c'est la conjonction des deux, quoi, des deux compétences. Donc c'est un très bel exemple. Bah écoutez, merci beaucoup pour tout ça. Vous êtes tous les deux sur le Slack, si je dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est les autres endroits où on peut vous contacter si besoin? Est-ce que vous documentez un petit peu ce que vous faites, je sais pas, avec des blogs, des choses comme ça? Peut-être Arnaud en premier. Alors moi je suis plutôt disponible sur LinkedIn. Après j'ai le site de ma boîte, donc Massive Agency, donc massive.agency, et donc j'ai une partie blog. Après effectivement je m'exprime peu, on va dire, de manière générale. Voilà, je partage quelques pensées, mais je suis pas hyper actif d'une manière générale. Donc voilà, il y en a qui le font mieux que moi, et notamment toi, Alexis. Donc c'est super. Et je tiens juste à dire aussi, j'adore le nom de la boîte. Contournement, je trouve que ça représente bien un peu l'état d'esprit qu'on peut avoir aussi avec le no-code, pouvoir contourner un obstacle technique et trouver une solution simple et élégante. Donc voilà, j'utilise souvent le terme contournement dans le cadre de mes sessions ou autres, pas forcément en référence à vous, mais voilà, donc c'est très bien trouvé. Bah on s'attendait pas forcément à cet effet de bord, mais qu'on trouve très positif souvent quand on échange avec les gens, où on voit les gens utiliser contournement et tout ça, donc on est très content. Donc ça, merci en tout cas pour ça. Ludo,
ton côté? LinkedIn aussi? Oui, LinkedIn aussi, effectivement. Voilà, j'essaie de effectivement, bon pareil, je communique pas beaucoup, mais effectivement, voilà, pour me trouver LinkedIn et voilà, du coup, voilà. Et puis il y a ce podcast pour documenter justement ce super projet. J'imagine bien que vous n'avez pas forcément le temps de documenter tout ça, donc nous on se charge de ce rôle. Merci d'avoir pris ce temps. Voilà. Merci pour l'invitation. Je suis curieux de voir les réactions un petit peu des gens sur le Slack, etc. Je trouve que c'est vraiment un super cas d'usage, quoi. Enfin voilà, on a abordé tous les points. Alors, je vais pas tout revenir sur tout, mais voilà, je suis vraiment content. Donc merci beaucoup à vous. Et puis voilà, maintenant on va partager ça. Merci Alexis. Merci beaucoup. À bientôt. Et pourvu que ça dure. À bientôt. Merci beaucoup. Ouais, Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.